Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous touchés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche l'un de nos proches. Pourtant, cela reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors j'ai décidé de donner la parole à ceux qui l'ont vécu. Après tout, ne sont-ils pas les mieux placés pour en parler ? J'espère que leurs témoignages vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, que nous réussirons à déconstruire les idées reçues et surtout qu'ils permettront à d'autres malades de s'en sortir. Tout un programme, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à lui donner autant d'étoiles que vous le souhaitez sur Apple Podcast, à m'y laisser un commentaire, à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun nouvel épisode et à le partager autour de vous. Enfin, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube, @on s'en sort. Allez, je vous laisse découvrir le témoignage du jour. Bonne écoute. Il y a des parcours tout tracés, vous savez, où on construit son projet professionnel, où on entre dans l'école qui nous permettra d'y accéder, on est diplômé, on entre dans l'entreprise qui nous est rêvée, et chaque jour on pense s'épanouir dans notre job. Oui mais, que se passe-t-il quand tout à coup on a le déclic ? Celui qui nous ouvre grand les yeux sur le sens de notre mission. Alice a eu ce déclic, qui lui fait tout remettre en cause, puis changer de vie. Oui, un jour elle travaille sur les stratégies marketing de l'industrie du tabac, puis le lendemain, elle quitte tout pour aider les fumeurs à laisser le tabagisme derrière eux. Je suis ravie de vous faire découvrir le parcours d'Alice Denoise, aka Déclic Anticlope sur les réseaux sociaux, tabacologue et autrice de J'arrête enfin de fumer facilement et pour de bon aux éditions Erol. D'ailleurs, à J-10 du mois sans tabac, je me suis dit que ça vous aiderait peut-être à sauter le pas. Bonjour Alice. Bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur On s'en sort. Alors on va discuter de votre métier, de ce que vous faites dans la vie, de votre parcours, de toutes ces choses-là. Mais dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter pour qu'on puisse mieux vous connaître. Bien sûr, donc je m'appelle Alice Denoise, j'habite à Paris et je suis tabacologue. Donc ça veut dire que j'accompagne des fumeurs pour les aider à arrêter de fumer. Donc vous êtes tabacologue depuis combien de temps ? Je suis tabacologue officiellement diplômée depuis 2017, mais j'ai un parcours un petit peu atypique, je pense qu'on va en parler. J'ai une longue histoire avec le tabac. On en a un petit peu échangé avant l'interview. Vous avez une autre vie avant d'être tabacologue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer ce qui vous a amené à faire ce métier ? En fait, déjà, avant d'être tabacologue, j'étais fumeuse. Donc j'étais une grosse fumeuse, je crois qu'à 25 ans, je fumais 1,5 paquet par jour. Donc ce qui est quand même assez énorme. Et en fait, en sortant d'école de commerce, j'ai été embauchée, enfin quasiment en sortant d'école de commerce, j'ai été embauchée dans une très grosse agence de communication pour travailler pour le tabac. Donc moi, à l'époque, je voyais pas du tout le mal à faire ça parce que j'avais grandi dans le tabac, mes parents étaient des très gros fumeurs, je collectionnais des paquets de cigarettes, un des premiers mots que j'ai lus, c'était Marlboro. Enfin vraiment, voilà, moi, le tabac faisait partie de ma vie. Donc quand j'ai appris que j'allais pouvoir participer au design de paquets de cigarettes, c'était vraiment la fête. Surtout qu'en plus, comme je vous le disais, c'était une très grosse agence, c'était bien payé, enfin c'était vraiment le jackpot. Et donc voilà, ça a été une sorte de lune de miel comme ça pendant 2-3 ans. Et puis un jour, j'ai appris que ma grand-mère était malade. Donc jusque-là, rien d'incroyable parce qu'elle avait 80 et quelques années. Donc c'était normal qu'à un moment, il commence à lui arriver des bricoles. Mais là, en fait, elle avait un cancer du poumon. Et comme elle était très âgée, elle a décidé de pas se faire soigner. Et donc, j'ai vu vraiment à quoi ressemblait un cancer du poumon. Et là, c'est marrant, tout m'est revenu en pleine face. J'ai vraiment vu déjà ce que c'était que la maladie du tabac, enfin ce que ça pouvait être. Et surtout, j'ai repensé à plein de petites phrases, plein de petits événements comme ça que j'avais vécu dans le cadre de mon travail, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout... Enfin, je me trompe complètement, quoi. Je mettais des paillettes là-dedans, je trouvais ça glamour, je trouvais ça sexy, parce que j'étais complètement obnubilée par le message qu'on voulait faire passer, nous, en tant que marketeurs. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, je vends un poison qui tue vraiment, et qui tue vraiment salement, quoi, où les gens meurent dans la douleur, quoi. Donc suite à ça, j'ai arrêté de fumer. Ça a vraiment été une révélation pour moi parce que c'était pas du tout le deuil que j'imaginais, parce que je m'en faisais une montagne de la vie sans tabac. Ça a plutôt été une renaissance. Et j'ai continué à travailler pour le tabac, mais en demandant à chaque fois à pouvoir sortir de ces comptes-là. Et évidemment, on m'a jamais autorisé à le faire parce que les gens qui acceptent de travailler pour le tabac, ils sont assez rares. Donc j'étais assez précieuse pour eux à ce moment-là. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai démissionné parce que j'arrivais pas à sortir de ça, de sortir de ce monde-là. Et s'en est suivi toute une phase comme ça de remise en question où je me disais mais
c'est pas possible, quoi. J'ai gâché toutes ces années-là. Moi, je suis très active, très énergique. J'ai gâché toute cette énergie finalement à vendre de la mort, quoi. Donc il faut absolument que je me rachète, que je fasse quelque chose de positif, quoi. Et il se trouve que j'étais à une période de ma vie où j'étais enceinte, donc je savais que j'étais sans emploi, donc je savais que j'étais plutôt libre en étant enceinte de pouvoir faire ce que je voulais. Et je me suis dit, voilà, j'ai quelques mois devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour justement transformer un peu l'essai. Et j'ai créé un site internet pour accompagner les fumeurs, donc qui s'appelle le Déclic Anti-Clope. Et voilà, l'idée c'était ça, c'est parti comme ça, et de fil en aiguille, j'ai fait la formation de tabacologie et je suis là. Et ça, c'était en 2015. Il a fallu vraiment que je conçoive ce nouveau plan de vie, quoi, parce que c'était vraiment une transformation radicale, quoi. Je passais à 180 degrés de la vie dans laquelle j'étais avant. Je me mettais à dos toutes les personnes avec qui j'avais travaillé quand même. Et donc avant, vous étiez fumeuse, et c'est à partir du moment où votre grand-mère est tombée malade que vous avez arrêté de fumer, ou ça a mis un peu plus de temps à, à se mettre en place cet arrêt du tabac? Non, ça a été très rapide après ça. Je dirais que ça a pris 2-3 mois pour que j'arrête définitivement de fumer. Mais évidemment, comme à chaque fois qu'on veut arrêter quelque chose, moi, tous les soirs, je me couchais en me disant: «Allez, demain, j'arrête», et tous les matins, je me réveillais et j'en reprenais une. Et en fait, il y a un matin où j'en ai repris 3 en un quart d'heure et je me suis dit: «Bon, là, vraiment, ça va pas du tout», et donc j'ai filé à la pharmacie acheter des patchs et voilà, c'était fini. Donc à partir de ce jour-là, vous avez pas retouché à du tabac, ou il y a eu quelques petites rechutes entre guillemets? Bah, il y a eu une rechute, une Ouais. soirée avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et qui lui était un gros fumeur, et donc j'ai fumé, je crois allègrement 3 cigarettes, sauf que j'étais encore sous patch. Donc en fait, j'ai fait une surdose de nicotine et donc j'ai été malade comme un chien, et donc là, je me suis dit: «C'est bon, je crois que j'arrête là, j'y retoucherai Ça plus». vaccine du coup. Voilà, voilà. D'habitude, je pose la question du pourquoi vous avez choisi ce métier, mais je pense que là, on l'a bien compris, il y a eu tout le cheminement, personnel, qui s'est un peu entremêlé à votre vie professionnelle. Mais est-ce que, parce que votre site, il s'appelle Déclic Anti-Clope, est-ce que vous avez eu un déclic aussi dans votre métier où vous vous êtes dit: «Non mais là, aujourd'hui, c'est plus possible, il faut que j'arrête»? Bah, moi, en fait, c'est comme je vous disais, c'est vraiment une claque que je me suis prise, à un moment vraiment en reprenant conscience de tout ce que j'avais, entendu. Je peux vous citer des choses, hein, par exemple, quand je travaillais sur les cigarettes, sans additifs, on travaillait sur le lancement de ces cigarettes-là. J'ai ma cliente, donc je fumais encore à l'époque, et j'ai ma cliente qui m'a appelée, qui avait mon âge, avec qui je m'entendais bien, hein, et qui m'a dit: «Bon, Alice, les cigarettes là sans additifs, tu sais que c'est que du marketing, hein, il y a encore plein, plein de produits chimiques dedans, c'est ultra dangereux, donc surtout tu les fumes pas, hein». Et donc ça, voilà, ça paraît anodin quand on est comme ça, quand on est dedans, et après à un moment on se dit: «Bah, c'est quand même dingue que la personne pour qui je travaille me dise surtout ne consomme pas les produits qu'on vend», qui sont censés en plus être une amélioration pour la santé des gens. Donc voilà, ça, il y a ça comme anecdote. Il y a aussi la pire de toutes, c'est vraiment, le jour où on a reçu le légal en fait de mon client, et donc c'était tout vraiment des hommes en costard, vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Enfin voilà, vraiment, c'était vraiment thank you for smoking, quoi. Et en fait, ils arrivaient tous directement de Londres, et en fait, donc on était tous invités à cette réunion, et donc ils nous présentent tout le contexte en fait de lobbying en fait qu'il y a avec l'industrie du tabac. Donc ça, c'était en 2000, non, je dirais 2010. Et donc en fait, ils nous parlent de la convention cadre de lutte anti-tabac qui a été signée par beaucoup beaucoup de pays, et qui notamment à l'époque faisait la promotion du paquet neutre. Donc chose contre laquelle eux se battaient énormément. Et donc c'était très étrange de voir ça de l'intérieur en fait. Et même eux, en fait, confessaient que c'était quand même un petit peu compliqué d'aller lutter contre cette mesure qui était clairement de la santé publique. Et c'était dur de trouver les bons arguments. Donc ils négociaient, et en fait, leur stratégie, c'était de repousser le plus possible la mise en place du paquet neutre. Et donc, il y a un moment, il y avait un des représentants qui était là et qui disait donc en fait, ce qu'ils ont décidé de faire pour accepter le report, c'était de nous demander de mettre tous les produits chimiques qu'il y a dans les cigarettes sur le paquet. Et là, ce jeune homme passe la slide d'après. Et donc là, on tombe vraiment sur une slide complètement illisible qui est remplie de texte, mais vraiment encore minuscule. Et là, il explose de rire, mais vraiment littéralement, il explose de rire, et il dit: mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur un paquet de cigarettes? Après, quand on y repense, on se dit mais c'est n'importe quoi en fait. Ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils font, et c'est du gain financier, enfin du profit financier, comme beaucoup d'entreprises évidemment, sauf que là, la finalité, elle est quand même, c'est la mort, quoi. Ils s'en fichent complètement en fait d'intoxiquer les gens, leurs clients. Oui, il y a beaucoup de cynisme, finalement dans ce milieu.
Et je me souviens d'un reportage que j'avais regardé, où clairement j'avais reconnu le directeur marketing de mon client et qui avait dit en anglais: «On ne fume pas cette merde, on la vend». OK, Aïe, aïe, aïe. voilà. Donc voilà, tout ça à un moment on se dit: «Bon, je vais peut-être arrêter moi personnellement de me faire avoir et puis après, je verrai comment je peux arranger la situation, pour les autres, étape par étape». Vous avez changé de métier, vous êtes devenu tabacologue, vous avez créé votre site. D'ailleurs, quand vous avez créé votre site, Déclic, Anti-Clope, est-ce que ça a pris tout de suite? Est-ce que, ça a pris de l'ampleur graduellement au fil du temps? Comment ça s'est passé? Bah, moi, je faisais vraiment ça dans mon coin au début. C'était vraiment, pour tester, en fait et après j'aurais vu ce que ça donnait et en fait, moi, je trouve que ça a pris assez vite. Après je sais pas, hein, je suis pas du tout une professionnelle, des réseaux sociaux et du digital et tout, donc je suis pas vraiment capable de vous dire si ça a été rapide ou pas par rapport à d'autres. Ce que je sais, c'est que mon message, il a été, assez bien pris, assez bien accueilli et j'ai senti tout de suite que j'étais une voix un peu rafraîchissante, rassurante et voilà, c'était nouveau pour les gens qui me lisaient. Vous nous disiez tout à l'heure que vous faisiez, partie d'une famille de fumeurs, que vous avez un peu baigné, dans cette presque dans cette culture-là depuis, votre naissance. Quand vous avez, fait ce virage à 180°, comment ça a été pris dans votre entourage? Bah, c'est assez marrant parce que moi, c'est surtout ma mère qui était une très grosse fumeuse et qui a arrêté depuis. Mais c'est assez rigolo, c'est qu'à la fois, elle savait très bien que c'était du poison et en même temps, elle était complètement accro au tabac et en plus, c'était vraiment complètement lié à une idée de convivialité, quoi. C'est vraiment, on fait la fête, nous, on est une famille, voilà, où ça fumait énormément, ça buvait l'apéro. Donc en fait, elle était partagée entre le fait que bah, je quitte un peu ce monde-là, un peu comme Blanche Gardin, vous voyez, je sais pas si vous avez vu ce sketch où elle dit: «Mais pourquoi?» Voilà, sa mère qui dit ça. Bah, moi, c'était un peu ça. Enfin, j'ai eu le sentiment que c'était un peu ça et en même temps, c'était quand même beaucoup de fierté parce qu'elle se disait: «C'est bien, vas-y, va-t'en tant qu'il est encore temps». Voilà. Parce qu'elle, pour le coup, ça a été beaucoup plus dur d'arrêter. Quand vous avez fait votre, formation de tabacologue, est-ce que, on vous a expliqué de manière, scientifique ce qu'était une addiction? Et si oui, est-ce que c'était, un peu décorrélé de, l'image que vous en aviez avant? Ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'était qu'il y avait différentes façons d'apprendre la tabacologie. Très clairement, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que là où j'ai fait ma formation, les professeurs que j'avais n'étaient pas du tout obnubilés par la dépendance physique, ce qui est malheureusement très souvent le cas, et qui eux, prenaient vraiment en compte la dépendance psychocomportementale. Et pour avoir été fumeuse, on sait tous, nous fumeurs, qu'en fait, la dépendance physique, oui, évidemment, c'est un problème et on peut s'en occuper avec de la nicotine ou même avec d'autres produits naturels qui peuvent aller atténuer des symptômes. Mais le vrai problème, c'est la dépendance psychocomportementale. C'est toutes les habitudes, tous les conditionnements qu'on a, toutes ces envies pop-up qui arrivent quand on est en terrasse de café avec des copains, quand on est à une soirée, quand on n'est pas content, quand on a un coup de stress. Et là, vraiment, c'est dur. Même si c'est des envies qui passent, c'est ça qui finalement nous fait craquer la plupart du temps. Et là j'ai eu de la chance parce que justement, leur explication de la dépendance bah, prenait cet aspect-là en compte. Et ça est-ce que ça vous a aidé aussi à titre personnel à ce moment-là? Ça a eu un impact, sur votre cheminement, personnel vers, l'arrêt du tabac ou en tout cas, de maintenir, cette abstinence, du tabac? Ah bah moi j'ai arrêté de fumer il y a 11 ans, 12 ans maintenant, je compte plus vraiment. C'était en 2009 je crois. Et donc non, là, peut-être que j'ai fait tout ça aussi pour me protéger d'un éventuel craquage et de retomber là-dedans. Mais en tout cas, moi, c'est très, très clair que depuis que j'ai fait le déclic anti-clope, je baigne complètement dans tout ce qui est, problèmes de santé liés au tabac, campagne de prévention, et puis vraiment je suis dans la motivation pour aider les gens à s'en sortir donc ça me traverse même plus l'esprit, en fait. Donc la formation à l'époque, n'a pas moi, m'a confortée, oui, enfin, elle m'a surtout fait comprendre des choses, tout ce qui était justement de l'ordre un peu médical. Mais après non, non, moi j'étais déjà, c'est bon, je pense que je suis sauvée. OK. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, quel est votre métier de tabacologue? C'est quoi le quotidien d'un tabacologue? Quelles sont ses missions? Enfin, un peu votre quotidien professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de différentes sortes de tabacologues, parce qu'à l'origine, un tabacologue, c'est un professionnel de santé. Donc c'est un médecin, un pneumologue par exemple, un médecin généraliste, mais ça peut aussi être un infirmier. Par exemple, dans ma formation, il y avait énormément d'infirmiers, infirmières, mais ça peut aussi être des professions de santé médicale un petit peu éloignées. Par exemple, ça peut être des kinés, ça peut être des sages-femmes. En fait, c'est toutes les professions médicales qui sont en contact
avec des fumeurs et qui voudraient arrêter de fumer. Mais là, en fait, avec le pouvoir des réseaux sociaux et tout ça, ces formations s'ouvrent à des personnes qui sont concernées et qui s'impliquent dans la lutte contre le tabac. Donc, vous expliquez ce que c'est que la vie d'un tabacologue, ça dépend complètement. Si c'est un tabacologue qui est en hôpital, eh ben il mène des consultations toute la journée et il reçoit des fumeurs et voilà. Et donc là, tout dépend aussi de son approche. Il y a des tabacologues qui vont être très très centrés sur la dépendance physique et qui d'office vont aller faire une ordonnance de substitut nicotinique sans même vraiment essayer de savoir dans quel contexte vit la personne ou voilà quelles sont ses peurs par exemple. Voilà, déblayer un peu tout ce qu'il y a de comportemental et psychologique derrière. D'autres, à l'inverse, vont être exclusivement là-dessus et pas du tout sur la nicotine. Enfin, il faut vraiment... c'est très dur en même temps de trouver le bon tabacologue parce qu'on n'a pas ces infos-là avant. Donc il faut tester, quoi. Il faut se renseigner comme on peut. Et puis après, moi, je suis un peu différente là-dessus parce que je suis plus comme un coach. Moi, comme je suis pas médecin, je vais pas faire de prescription médicale de substitut. Donc c'est pas pour ça qu'on doit venir me voir. Moi, en revanche, je vais aider les fumeurs à se préparer, à travailler leur motivation, justement à balayer leurs craintes, à comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière leur tabagisme, et pour qu'en fait, le jour où ils décident d'arrêter de fumer, ils y aillent en toute sérénité, et qu'une fois qu'ils se lancent, ça se passe dans le confort. Ça, c'est très important pour moi que justement, on détruise tous ces mythes-là qui disent que quand on arrête de fumer, on prend 10 kilos, qu'on devient super irritable et agressif. Voilà, tout ça, il y a des raisons pour ça, tout ça, c'est évitable. Et moi, mon rôle, enfin, c'est la mission que je me suis fixée, moi, c'est justement de permettre aux fumeurs de passer de l'autre côté, voilà, en toute sérénité. Oui, plus sereinement. Ouais. Et vous parliez des clichés autour de l'arrêt du tabac. Quel est le principal cliché, entre guillemets, que vous entendez de la part des personnes que vous accompagnez? Les craintes qu'ils ont entendues comme des bruits de couloir un petit peu et dont ils vous parlent le plus souvent? Bah, la première chose qui est vraiment le premier frein, c'est la prise de poids. Ça, c'est très très clair, et notamment chez les femmes, ça arrive quasiment tout le temps. Alors que oui, hein, dans les faits, on prend quelques kilos quand on arrête de fumer, parce qu'en fait, la cigarette nous fait brûler plus de calories. Donc on va aller prendre 2-3 kilos parce qu'on va juste retrouver notre poids de forme, le poids qu'on aurait eu si on n'avait pas fumé. Mais après ça, bon, déjà 2-3 kilos, c'est pas la mort, et puis ça peut se reperdre après très facilement. Enfin, de toute façon, il faut se laisser une année pour arrêter de fumer bien et toujours maintenir sa vigilance au top. Donc voilà, pendant ce temps-là, après, on peut enclencher quelque chose, se remettre au sport, en profiter pour rééquilibrer son alimentation. Et voilà, il n'y a aucune raison que ça dépasse ces quelques kilos en plus. Si jamais ça va plus haut, et ben dans ces cas-là, on analyse la situation et on avise. Parce que si la personne est prise de fringale, c'est qu'il y a une dépendance physique. Donc si elle a anticipé ça, elle prendra de la nicotine, donc elle ne le vivra pas. Et si jamais elle a une sorte d'oralité, de besoin de compenser, par exemple parce qu'elle s'ennuie, parce qu'il y a un problème de gestion des émotions, et ben ça s'anticipe aussi, justement dans la discussion qu'on aura au début. Et ça, il y a des techniques justement pour anticiper ça. Donc il y a ça, il y a la prise de poids, il y a évidemment l'irritabilité, où ça, les personnes sont... Parce que souvent, les personnes ont essayé par elles-mêmes d'arrêter de fumer comme ça. Alors, il n'y a rien de mal à arrêter par soi-même. Au contraire, c'est quelque chose que je répète énormément, c'est la magie, c'est vous, quoi. C'est vraiment, à partir du moment où on a la motivation d'arrêter de fumer et que voilà, on a fait un pacte avec soi-même, on devient un rouleau compresseur et rien peut nous arrêter. Mais il faut faire en sorte d'avoir pris toutes les informations pour que ça se passe au mieux. Et cette irritabilité-là, elle n'est pas du tout obligatoire. Et si on la ressent, il faut absolument faire en sorte de s'en séparer parce qu'il y a des moyens qui existent vraiment pour que ça ne se passe pas. Puis après, il y a la peur du manque, la peur du vide. Ça, combien de personnes je rencontre aussi qui se disent bah, je vais me sentir un peu seule, ça va être un deuil. Donc là, c'est un travail beaucoup plus psychologique à faire. Et d'ailleurs, moi, j'hésite pas, quand je rencontre des fumeurs, quand je vois que vraiment derrière, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple arrêt du tabac et que la peur, elle est plus profonde, j'hésite pas à renvoyer ces personnes-là vers des personnes qui sont peut-être plus spécialisées et qui les aideront plus précisément sur ces problèmes-là. Et là, on parle de personnes qui veulent arrêter, qui, en tout cas, se sont décidées, en tout cas, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont dans la démarche de se lancer vers l'arrêt du tabac. Mais il y a quelque chose dont on parle assez peu, ou en tout cas, quand je dis assez peu, c'est niveau grand public, c'est comment, en fait, on tombe dans l'addiction du tabac.
la façon dont on devient accro, parce que c'est pas une cigarette qui va nous faire devenir accro, j'imagine. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur ce cheminement-là, sur la manière dont un individu peut se retrouver à être dépendant du tabac au quotidien? La cigarette est très vicieuse en fait. On va commencer généralement à fumer ponctuellement, et puis ça va être au début un comportement quoi, ou une relation un peu psychologique avec la cigarette. On va fumer parce qu'on est bien, ou à l'inverse, on va fumer parce qu'on est un peu triste. Généralement, on est adolescent, en plus on se pose pas mal de questions, on a envie de rentrer dans un moule, de ressembler aux autres. Bref, il y a toute cette relation à la cigarette où la cigarette est un peu comme un accessoire, quoi, ou un doudou qui va nous faire aller mieux, ou qui accompagne nos moments de bien-être. Et en fait, à force de fumer, on va développer de plus en plus de récepteurs nicotiniques, et c'est ça qui, à terme, va nous rendre dépendants physiquement. Et en fait, ces récepteurs nicotiniques, en fait, ce qui fait qu'on adore la cigarette, c'est que la nicotine arrive au cerveau en 7 à 10 secondes. Donc c'est vraiment un shoot qui est ultra rapide. Et c'est ça qui fait que on est très très vite rassasié avec une cigarette, elle est très très vite satisfaisante. Et si ça se passe comme ça, c'est parce que l'industrie du tabac a rajouté plein de produits. En fait, enfin, si vous prenez quelque chose en intraveineuse, par exemple, type de l'héroïne, ça met 30 à 60 secondes pour arriver au cerveau. Alors que la cigarette, voilà, comme je vous le disais, c'est 7 à 10 secondes. Et donc ça, c'est parce que donc ils ont rajouté des produits pour que, évidemment, ils ont rajouté des produits pour qu'on inhale la fumée plus profondément, parce que déjà pour qu'on l'inhale et après qu'on l'inhale plus profondément, parce que la différence entre la bouche, où on arrive à imaginer la surface qu'il y a dans la bouche de zones vascularisées, et la zone respiratoire, quand on la déplie complètement, c'est un terrain de tennis. Donc eux, ils ont tout intérêt à nous faire aspirer la fumée profondément, comme ça elle va rentrer en contact avec une large zone vascularisée, et après, elle va aller passer dans le sang et passer au cerveau très très vite, parce qu'ils ont rajouté plein de produits, type de l'ammoniac par exemple. C'est notamment ce qu'a fait Marlboro dans les années 50-60, où c'est à ce moment-là où ils ont atteint le top du podium, parce que justement ils avaient rajouté cet ammoniac-là. Et ensuite, dans le cerveau, la nicotine, en fait, elle va aller se clipper au niveau de la zone de la récompense. Donc, en fait, elle va agir sur notre cerveau comme si on faisait quelque chose qui nous maintient en vie, type manger, boire de l'eau, faire l'amour, voilà. Et quand on fait ça, on a une production de dopamine, donc l'hormone du bien-être. En temps normal, quand on fait l'amour, par exemple, on a un shoot de dopamine, mais le cerveau a un petit agent régulateur qui va venir garder juste la dose qu'il faut, et va enlever le reste pour pas qu'on devienne accro à ces comportements-là. Dans la nicotine, dans la fumée de cigarette, avec la nicotine, il y a du sucre. Et ce sucre, en fait, son rôle, ça va être de bloquer cet agent régulateur. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va fumer sa cigarette, à chaque bouffée de cigarette, il va y avoir une explosion de dopamine dans le cerveau, mais aussi de sérotonine, aussi de noradrénaline. Donc, en fait, ça va être un vrai cocktail chimique. Et le cerveau qui n'aime pas gâcher, en fait, va créer des nouveaux récepteurs pour à chaque fois attraper plus de dopamine, de sérotonine, de tout ça. Et le problème, c'est que plus il y a de récepteurs, plus ils sont durs à satisfaire, à rassasier, et donc plus on va avoir besoin de fumer en quantité. Et c'est là que vont apparaître des symptômes de manque. Donc on estime quand même qu'il y a 6% à peu près de fumeurs qui réussissent, enfin qui restent des fumeurs occasionnels. Donc voilà, c'est vraiment leur cerveau qui est fait comme ça. Mais pour le reste, malheureusement, c'est mécanique presque, hein. C'est à force de fumer, en quantité ou en durée, le cerveau va créer de plus en plus de récepteurs nicotiniques. Alors vous m'avez dit 6% de personnes qui restent a priori fumeurs occasionnels, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur Et les justement, il y a souvent une idée, une fausse croyance. Il y a beaucoup de fumeurs qui se disent: «Bon, moi, c'est pas grave, je vais modérer ma consommation», un peu comme avec de l'alcool. Sauf qu'en fait, la modération avec le tabac, ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a été dépendant physiquement, le cerveau aura été habitué à sa dose de nicotine, et si on en propose un petit peu moins, le cerveau va s'arranger en fait pour qu'on tire plus sur les cigarettes restantes. Donc on va prendre la même dose de nicotine, la même dose de produits chimiques, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'enlever 3-4 cigarettes par jour. Si on en enlève plus, on va être en manque, et donc on va avoir des symptômes de manque, donc on va juste avoir une vie qui est très compliquée, quoi. Et l'autre chose, donc là, ce qu'on recommande pour les gens qui veulent diminuer leur consommation petit à petit, parce que c'est possible de faire ça, c'est de commencer à enlever des cigarettes pour arriver à zéro. Dans ces cas-là, il faut mettre un patch en parallèle, parce que comme ça, le cerveau va avoir une dose certaine de nicotine et va aller prendre sur les cigarettes juste la dose dont il a besoin. Donc ça va faire, il y aura un bénéfice pour le corps. Et ça veut aussi dire que quand on arrête de fumer, qu'on a été un fumeur
accro physiquement à la cigarette, au bout de 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, même 10 ans, si on en reprend une, il y a tous les récepteurs nicotiniques qui vont se rouvrir et on va retourner au bureau de tabac pour acheter son paquet de cigarettes comme avant. Donc vraiment, c'est la mauvaise nouvelle que j'annonce à chaque fois. C'est à partir du moment où vous avez été un fumeur régulier et que vous avez été accro physiquement, vous ne pourrez être un fumeur occasionnel. D'accord. Vous parliez, du manque qui s'installe. C'est quoi les symptômes de manque, du tabac? Alors il y en a plusieurs. En gros, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas dans son état normal. On est agité, on est anxieux. Alors là, je vous dis «et» à chaque fois, mais évidemment, tout le monde n'a pas tous les symptômes, hein. Ça peut être un, 2, 3. Mais voilà, donc c'est de l'agitation, de l'anxiété, de l'irritabilité, les fringales dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un sentiment de faim, quoi, qu'on a besoin de on a besoin de remplir son ventre, quoi. Vraiment, on a très faim. Une sorte de morosité aussi, un peu une sorte de baby blues où, il y a des personnes qui le disent, hein, qui arrêtent de fumer et qui disent: «Mais je suis devenu dépressif, quoi, ça va pas du tout», Bah, ça, typiquement, c'est un symptôme de manque qui doit alerter et qui doit faire dire: «Bon, bah, voilà, faudrait peut-être que je prenne de la nicotine ou que j'aille prendre des plantes, par exemple, pour m'aider à aller mieux», mais en tout cas, voilà, que ça c'est un symptôme de ça. Et puis après, il y a aussi des troubles du sommeil et des troubles de la concentration. On parlait tout de suite, de la façon dont s'installe une addiction au tabac. En général, en tout cas sur, les personnes que vous accompagnez, à quel âge ça commence? À quel âge on commence à fumer? Alors, bah, généralement, je dirais que c'est autour de 16 ans, la moyenne des gens que je rencontre. Il y a quand même pas mal de personnes qui commencent un peu tard. Je suis assez étonnée de ça à chaque fois. Des personnes qui commencent à fumer à 25-30 ans, quoi. Parce que le stress du travail, qu'à un moment, ils ont pas su comment gérer ça et ils se sont dit: «Bah, tiens, puisqu'il paraît que la cigarette est déstressante, je vais essayer la cigarette» et bam. Donc c'est plutôt cet âge-là. Et après dans les profils, évidemment, il y a énormément de fumeurs, qui sont dépendants, mais il y a aussi des fumeurs occasionnels. Et justement, moi, ce que je trouve très intéressant dans ma pratique de la tabacologie, c'est qu'en fait, j'interviens beaucoup en entreprise. Et donc je rencontre des fumeurs qui n'auraient pas forcément fait la démarche de venir voir un tabacologue. Et c'est vraiment parce que je suis là, qu'ils saisissent l'opportunité de venir me parler et de faire le point, en fait, et de comprendre des choses. Et généralement, ça les fait beaucoup avancer. Et justement, voilà, par exemple, typiquement, il y a beaucoup de fumeurs occasionnels que je rencontre, qui seraient jamais allés voir un tabacologue pour arrêter de fumer. Parce que, quand on est fumeur occasionnel, il y a une réelle difficulté aussi pour s'arrêter? Ouais, bien sûr. Je dirais même que la dépendance, en fait, pour la dépendance, psychocomportementale, quand on est vraiment un fumeur occasionnel, c'est vraiment à 90 sur la motivation. Alors qu'évidemment, la motivation, c'est la clé de voûte, quoi. C'est vraiment le truc le plus important. Mais quand on est un fumeur très dépendant physiquement, qu'on a vraiment des années de tabagisme, il y a plein d'outils qui peuvent aider. Il y a la cigarette électronique, il y a les patchs. Après, on peut combiner avec de l'hypnose, avec de l'acupuncture, avec plein de choses qui peuvent aider. Quand on est dépendant, quand on est un fumeur occasionnel, finalement, à chaque fois, on répond à une petite voix dans sa tête qui dit: «Allez, une petite cigarette comme ça va pas me faire de mal». Et en fait, il faut juste réussir à faire taire cette voix et parfois c'est pas facile. Moi, je me souviens d'avoir suivi un garçon pendant 2 mois et vraiment on sentait qu'il avait beaucoup de mal à s'en débarrasser, quoi. Il était à 2 cigarettes, par semaine, je crois. Et vraiment, à chaque fois, il arrivait pas à se dire: «Bon allez, je coupe, quoi». Et c'est vrai qu'il y a un moment où, quand je vois des personnes qui sont à 1 paquet et demi par jour, là, on comprend qu'elles veuillent diminuer, mais lui, c'est vraiment, il voulait pas couper le cordon, quoi. Et donc là, c'est vraiment un travail pur et dur de la motivation, de quelles sont les craintes derrière. C'est pourquoi est-ce que, on n'arrive pas justement à couper ce cordon? Qu'est-ce qui nous retient? Et donc vous nous parliez, de certaines clés pour, se sortir, du tabagisme. Est-ce que, il y a des pratiques, qui fonctionnent plus que d'autres? Comment vous travaillez? C'est vraiment en fonction de l'individu ou il y a des choses que vous conseillez, quasiment, systématiquement? Bah, ça dépend. De toute façon, ça dépend toujours de la personne que j'ai en face parce que elle a une relation unique avec la cigarette. Parce que, les habitudes vont se nicher un peu n'importe où. Elle peut avoir créé un conditionnement avec le café, comme elle peut avoir créé un conditionnement avec sa voiture ou avoir vraiment une relation, enfin une gestion de ses émotions qui est très particulière ou avoir une vie très stressante. Donc bref, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, la dépendance physique évidemment. Donc moi vraiment à chaque fois, je fais le bilan et oui évidemment, il y a un pool de méthodes qui sont les mêmes pour tout le monde parce que voilà, on les compte sur une doigt d'une main les méthodes. Mais après, je vais aller voir ce qui correspond le plus à chacun. Il y a des personnes qui sont plus, un peu méthode naturelle, d'autres qui vont un peu bloquer avec la nicotine. Voilà, donc j'essaye de leur expliquer que la nicotine,
en patch, elle n'est pas du tout dangereuse pour la santé parce que c'est de la nicotine naturelle. Mais voilà, il y a des gens qui ont des craintes, il faut respecter ça, c'est vraiment à eux de choisir, quoi. Moi, je leur dis, si vraiment il y a une méthode que vous sentez pas, par exemple, ça arrive souvent pour l'hypnose. L'hypnose, typiquement, c'est une très très bonne méthode pour la dépendance psychocomportementale. Parce que ça va aller casser justement les connexions que le cerveau a fait avec des produits, avec des lieux, avec des situations. Voilà, il va aller casser ça. Mais si la personne à côté me dit non, non, moi, l'hypnose, c'est de l'arnaque, je dis, bah, n'y allez pas. Parce que vraiment, vous allez gâcher votre argent. Si on y va à reculons, c'est pas du tout on va pas être ouvert d'esprit, on va pas être open, et donc ça va pas marcher, ça c'est sûr. C'est vraiment comme si on était un enfant devant une boulangerie, quoi. Il faut vraiment que la méthode nous fasse envie, quoi, et que on ait une confiance avec le praticien en face. Donc il faut s'être renseigné avant, qu'il y ait eu du bouche à oreille. C'est pour ça quand moi on me demande des recommandations de praticiens, j'en donne pas parce que ça peut être complètement différent d'une personne à l'autre et je veux vraiment que la personne fasse cette démarche de chercher la personne qui lui correspond. Alors après, il y a des réseaux avec des praticiens de confiance et tout ça, donc je vais plutôt renvoyer vers ce genre de réseau, mais je vais pas recommander une personne particulièrement. On parle souvent de volonté dans n'importe quelle addiction. Est-ce que simplement la volonté suffit dans le tabagisme ou il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? La volonté de faire la chose, c'est le point de départ. Sans ça, il n'y a pas d'action. Si on veut pas arrêter de fumer, ça c'est sûr que ça va pas se passer. Après, la volonté, c'est vraiment, ça fait partie du package de la motivation. C'est la motivation, c'est beaucoup plus large en fait que la volonté. C'est que d'abord, il faut avoir envie de le faire. Après, il faut savoir pourquoi on veut le faire. Donc vraiment travailler ses bonnes raisons et avoir vraiment l'esprit très clair là-dessus parce que ça va vraiment être le squelette, le fil conducteur, plutôt le fil d'Ariane même, je dirais, de notre arrêt du tabac parce que c'est lui qui va nous permettre de rester solide. Et après, il faut voir comment on va y arriver. Et donc c'est là où il faut vraiment analyser sa relation à la cigarette pour faire le point sur sa relation et vraiment taper juste à chaque fois avec potentiellement plusieurs méthodes s'il faut, mais en tout cas vraiment en étant prêt, quoi, en ayant établi sa stratégie et s'étant préparé comme pour un combat presque, quoi. Donc la volonté, évidemment, c'est le point de départ. Comme pour n'importe quelle addiction, ça c'est clair. Mais voilà, il y a vraiment tout ce travail de motivation derrière qui est ultra important. Et comment l'entourage peut accompagner quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer? Alors ça, c'est une super question parce que vous n'avez pas idée du nombre de personnes que je rencontre qui me disent qu'ils arrêtent de fumer pour qu'on arrête de les embêter. Et ça, je leur dis à chaque fois, mais alors, moi, je suis vraiment du côté des fumeurs, quoi. Hein. C'est mes amis les fumeurs. Je suis très maternante avec eux. Enfin, pas trop, hein, mais enfin, voilà, je suis de leur côté, quoi. Et à chaque fois, vraiment, je leur explique que vouloir arrêter de fumer pour ses proches, c'est super noble, c'est génial, mais ça peut pas être la seule raison pour laquelle on veut arrêter de fumer. C'est-à-dire que, imaginez, vous arrêtez de fumer pour faire plaisir à votre mari ou pour faire plaisir à vos parents, ils vont pas être là pendant 3 ans à vous soutenir, à vous dire vraiment qu'est-ce que je suis fière de toi. Non, il y a un moment, ils vont intégrer le fait que vous avez arrêté de fumer et puis ils vont arrêter naturellement de vous soutenir parce que ils ont une vie aussi. Et vous, bah, du coup, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai fait ça moi? Pourquoi plus personne me soutient, plus personne m'applaudit? Moi j'étais bien avec ma cigarette. Donc en fait, vous allez reprendre la cigarette comme ça parce que finalement, vous savez même pas pourquoi vous l'avez fait, quoi. C'était juste pour faire plaisir et voilà. Non, il faut vraiment se poser et il faut que la personne réfléchisse à ses raisons à elle. Et après, l'entourage, ce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent, c'est qu'un fumeur sait que le tabac tue. C'est écrit partout. Il y a des campagnes non-stop. Enfin voilà, faudrait vraiment être une autruche ou un ermite dans sa grotte pour pas savoir que le tabac tue. On peut pas le nier maintenant, c'est pas possible. C'est pas comme l'alcool par exemple où il peut encore y avoir, voilà, on peut un peu faire comme si on savait pas. Non, le tabac, on sait très bien. Donc, il sait très bien qu'il faudrait qu'il arrête de fumer, mais s'il le fait pas, c'est soit parce qu'il s'en sent pas capable, soit parce qu'il se sent pas prêt, donc soit parce qu'il a pas les bonnes raisons, enfin ou les bonnes raisons d'arrêter sont pas assez fortes par rapport à tous les freins qu'il a, quoi, toutes les bonnes raisons de continuer. Donc c'est vraiment, il a un travail à faire qui peut prendre énormément de temps, qui peut prendre, comme ça peut aller très vite d'ailleurs, ça peut vraiment, c'est pour ça qu'on parle de déclic, parce que ça peut, d'un coup comme ça, une personne se réveille, comme ça a été mon cas, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais processé tout ça avant, sans m'en rendre compte. Donc en fait, pour aider vraiment un fumeur, il faut le soutenir déjà, lui dire qu'on croit en lui, qu'on sait qui c'est et que on va voilà, être là pour lui dire qu'on l'aime et qu'on veut son bien, l'aider à travailler sur sa relation à la cigarette, l'aider pourquoi pas à trouver des méthodes qui pourraient lui correspondre, l'aider à voir ce que la vie sans tabac ça pourrait être.
Parce que plutôt que de dire, «Là, tu t'encrasses, là, tu as vu comme tu tousses, là, attends, tu sens mauvais, nin nin», plutôt de dire, bah, voilà, aller marcher par exemple, je sais pas, en forêt ou sur la plage et respirer à plein poumon et dire: «Voilà, tu vois, dans 2 mois, quand on aura arrêté de fumer, on pourra aller courir ensemble», faire des plans, quoi. Ou faire des plans avec l'argent économisé, enfin, toujours être très bienveillant et très positif. Comment ça se passe quand, dans une famille, il y a plusieurs fumeurs et que, il y a un membre de la famille qui a envie d'arrêter de fumer, mais pas les autres? Comment vous accompagnez ces personnes-là? Et ben, je parle aussi des proches, ça c'est sûr. Il y a vraiment une partie de la consultation qui est dédiée à eux. Bah, déjà, il y a tout un briefing que je fais à la personne pour lui dire: «Bon, c'est quoi l'état d'esprit chez vous? Est-ce que c'est des est-ce qu'ils sont plutôt coopératifs, coopérants?» j'ai pas le mot. En tout cas, est-ce qu'ils sont plutôt de votre côté? Est-ce qu'ils vont vous soutenir? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont dire: «Oh là là, ça y est, elle arrête encore de fumer» ou «Il arrête encore de fumer», voilà. Et est-ce que, par exemple, on fume chez vous? Ou est-ce que vous avez pris l'habitude, tous de fumer dehors? Voilà. Et après, moi, je donne des petits conseils pour y aller petit à petit. Et généralement, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est que je parle de la cigarette électronique. Parce que, la cigarette électronique, c'est un super outil pour réduire les risques pour sa santé et donc ça peut très bien faire l'affaire quand on veut troquer la cigarette par autre chose qui est beaucoup moins toxique. Et puis en plus, après, ça peut enclencher comme ça une envie, d'arrêter complètement tout. Donc moi, je les briefe pour qu'ils expliquent à leurs proches que la cigarette électronique, c'est quand même vachement bien. Et comme ça donnerait beaucoup moins envie, à la personne qui arrête de fumer. Et puis surtout, c'est beaucoup moins toxique pour elle, quoi. Elle coupe complètement avec la cigarette, il y a plus cette fumée qui est ultra dangereuse pour la santé. Ça va peut-être être une question complètement bête, mais, est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir aussi parce qu'ils ont envie d'arrêter maintenant la cigarette électronique? Oui, ça commence. Ça commence et c'est bien, c'est chouette parce que moi j'accompagne tout le monde, quoi. Et autant, encore une fois, je suis très, très respectueuse du projet de chacun. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Je veux passer à la cigarette électronique et je serai très bien comme ça», ah bah, je dis: «Bah, c'est super!» parce que moi, ce qui est le plus important, c'est que la personne, elle respecte, ses choix, quoi. Si elle a envie de faire du bien à sa santé, et ben, en effet, la cigarette électronique, c'est bien. Et puis après, elle verra ce qu'elle veut faire dans un deuxième temps. Si c'est quelqu'un qui recherche vraiment la liberté, bah, dans ces cas-là, voilà, on arrête de fumer, enfin tout est c'est vraiment des choix personnels à chaque fois. Et donc la cigarette électronique, c'est très intéressant aussi, ouais. Parce que, c'est pas le même rapport à la nicotine, parce que ça n'arrive pas de la même façon au cerveau, enfin beaucoup moins rapidement, donc il y a plus ces idées de shoot. Donc il y a une façon de vapoter qui est beaucoup plus fréquente en fait, parce que pour avoir sa dose de nicotine, on est obligé de biberonner un peu son e-cigarette, même s'il y a des produits aujourd'hui qui permettent un peu plus à la nicotine d'aller vite, comme les sels de nicotine, mais ils sont un peu controversés parfois parce que justement ils entretiennent une sorte de dépendance physique. Mais voilà, il y a ce travail de la dépendance physique, mais il y a aussi justement ce travail de la dépendance psychocomportementale, parce que c'est peut-être un peu le risque avec la cigarette électronique, c'est que déjà on entretienne cette dépendance psychocomportementale, donc il y a ce travail à faire qui potentiellement n'avait pas été fait à l'époque quand la personne est passée à la cigarette électronique. Et puis après surtout, ça je le vois assez souvent malheureusement, c'est des personnes qui ont réintroduit la cigarette électronique à des endroits où elles avaient banni la cigarette. C'est-à-dire, elles se sont remis à vapoter dans leur voiture, chez elles, parce qu'elles se sont dit à juste titre que le vapotage passif n'existe pas. Et les études tendent à montrer ça, en effet, qu'il n'y a pas du tout le même phénomène qu'avec le tabac. Mais pour autant, ça veut dire qu'on crée des nouveaux réflexes, quoi. Des réflexes voiture-cigarette, voiture e-cigarette, télé e-cigarette, voilà. Et donc, il faut faire le travail pour se défaire de ça. Vous parliez tout de suite, du vapotage passif, ça me fait penser au tabagisme passif, justement. Est-ce qu'il y a une corrélation ou un lien entre, le tabagisme passif et devenir fumeur, en grandissant, par exemple? Je me suis beaucoup posé la question. On sait que les addictions, dans toute addiction, il y a un côté héréditaire. Enfin, c'est vraiment, c'est lié à un contexte de vie, mais c'est aussi lié à son corps et voilà et à son hérédité. Et on sait par exemple qu'un enfant de personne qui a eu une dépendance à l'alcool, ben, est plus sensible à ça, quoi. Et moi, je suis convaincue. Alors, je n'ai pas les infos, mais c'est un sujet qu'il faudrait vraiment que je creuse. Mais moi, en tant qu'enfant de fumeur et de fumeuse, et notamment d'une maman qui n'a pas arrêté de fumer quand elle était enceinte. Et encore une fois, moi, ça fumait partout quand j'étais petite. Enfin, ma maison était un fumoir, quoi. La voiture était un fumoir. Quand on faisait de la course de l'endurance à l'école, j'arrivais pas à le faire tellement j'étais essoufflée. Enfin, je suis née fumeuse, je pense. Et je pense que je ressentais des symptômes de manque quand j'étais petite. J'avais un peu ce côté, je me souviens, parfois un peu dépressive. Alors, j'étais pas dépressive, hein, mais il y avait un peu cette humeur comme ça, très triste de temps en temps, même parfois
avec des idées suicidaires de temps en temps qui faisaient très peur à mes parents. Et alors que je vais très bien, hein, j'ai pas, enfin aujourd'hui maintenant que justement tout est réglé et que voilà, j'ai plus du tout ces problèmes-là. Et je pense que voilà, c'est pas pour rien, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment ce sentiment de dépendance. Et on sait d'ailleurs qu'avec la fumée de cigarette, il y a beaucoup de nicotine qui reste dans l'air. Donc en effet, enfin, moi je m'interroge, est-ce que l'enfant derrière prend pas aussi sa dose de nicotine, quoi. Donc bon sujet que je vais creuser. Alors Alice, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici. Il me semble que vous êtes en train d'écrire un livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et où en est ce projet? Oui, complètement, je l'ai écrit en fait et il sort le 5 novembre. Il s'appelle «J'arrête enfin de fumer facilement et pour de bon» et il sera publié chez Erol. Et voilà, c'était une super nouvelle. J'étais très contente d'être contactée par eux pour écrire sur le tabac. Donc évidemment, j'étais assez surprise et très flattée. Et voilà, et donc je me suis attelée à la tâche. C'était un exercice super intéressant parce que du coup, ça me forçait à mettre à plat toutes mes idées parce que j'en parle tout le temps du tabac tous les jours, mais là, il fallait être très, très concrète et très précise et puis vraiment trouver une façon de vraiment aider les gens à travers un livre. Et oui, j'imagine. Et donc ce livre, vous l'avez écrit toute seule ou vous avez été accompagnée? Je l'ai écrit complètement toute seule, oui. Alors après, je me suis fait aider, par exemple, parce que je parle, notamment de toutes les aides à côté qu'on peut avoir, qui sont les aides naturelles. Et ça, j'avais besoin d'une naturopathe pour m'épauler parce que j'avais pas envie de dire de bêtises et puis que je suis pas professionnelle de ça. Donc voilà, là où il a fallu, du soutien, je l'ai demandé, quoi. J'ai trouvé des professionnels qui m'ont épaulée. Et donc l'objectif principal de ce livre, quel est-il? Est-ce que c'est pour, aider les gens à arrêter de fumer? Est-ce que c'est pour, prévenir des dangers du tabac? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors en fait, le principe du livre, c'est 21 jours pour, c'est une collection. Et donc là, c'est 21 jours pour avoir le déclic, 21 jours pour se préparer en fait à arrêter de fumer définitivement. Donc en fait, c'est vraiment un processus millimétré où on va passer en revue vraiment toutes les facettes en fait de la relation que la personne entretient avec la cigarette pour trouver à chaque fois les stratégies adaptées. Donc on attaque vraiment tous les bords, tous les côtés, tous les aspects de la dépendance, pour qu'en fait le jour J, le jour où la personne se décide d'arrêter de fumer, elle soit solide comme un roc. Super, donc ça sort le 5 novembre, au tout début du mois sans tabac, et donc on peut dire aux gens que pendant ce mois sans tabac, ils peuvent en profiter pour lire ce livre et avoir un déclic, entre guillemets «définitif» pour, arrêter de fumer. Et voilà, c'est l'idée. Je termine toujours l'interview en demandant à mon invité son mot de la fin. Alors, quel serait le vôtre? Peut-être vraiment de pas se laisser avoir par tout ce qu'on entend dire sur l'arrêt du tabac et sur le tabac, même s'il y a une énorme dénormalisation en cours. Enfin, la cigarette est plus du tout aussi cool qu'elle l'était avant, mais il y a vraiment très souvent ce sentiment de vide que j'entends dans les craintes. Et il faut vraiment avoir conscience que c'est un leurre. Et notamment, vous le disiez dans votre premier épisode, là, une phrase que je trouvais géniale, c'est que la substance addictive, c'est vraiment comme un pervers narcissique, quoi. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment, elle nous fait croire, en fait, cette substance en comblant le manque et en réparant le manque, que finalement, elle est la solution à nos problèmes. Mais en fait, elle en est la source. Parce que là, typiquement, dans le cas de la cigarette, c'est vraiment elle qui nous stresse. C'est elle qui nous met dans un état de manque qu'elle va juste corriger, quoi. Et en fait, quand on arrête de fumer, on est beaucoup plus zen. Et ça, c'est quelque chose à chaque fois qui fait complètement halluciner les gens. Je leur dis: «Mais non, mais quand vous serez sevrés, vous serez beaucoup plus heureux, votre humeur sera beaucoup plus stable, voilà, vous verrez la vie en rose, quoi, vraiment». Et c'est prouvé, hein, il y a beaucoup moins de symptômes dépressifs quand on est un non-fumeur. Enfin, la cigarette, c'est vraiment un poison, quoi, qui va au-delà même du fait d'empoisonner notre corps, on va empoisonner notre vie, quoi. Et quand on arrête de fumer, c'est vraiment une renaissance. Amis fumeurs, n'ayez pas peur de passer de l'autre côté du miroir. Vraiment. Merci infiniment Alice Denoise pour cet échange instructif, bienveillant, plein d'espoir et de bonnes ondes. Je vous rappelle que son livre, J'arrête enfin de fumer facilement et pour de bon aux éditions Erol, sortira le 5 novembre. Un lien de précommande est à votre disposition dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.